Alors, dans le développement de l'archéologie québécoise, grâce au poste que j'avais obtenu au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, donc j'étais archéologue professionnel, donc je devais m'occuper de l'école de fouilles avec Normand Clermont. Nous avions un projet de publication et ça devenait évident pour moi que publier était une nécessité pour construire une bibliothèque d'ouvrages en français sur la préhistoire du Québec. Alors, dès 1979, un premier événement qui me met dans une position avantageuse, mais c'est parce que je suis le tout nouveau, je suis le plus jeune, je suis habitué, je suis le bébé de la famille. Donc là, j'étais le plus jeune parmi ceux qui se disaient archéologues au Québec. Donc plusieurs avaient été sollicités par un brillant archéologue canadien, Jim Wright, qui était très sympathique, que j'avais eu la chance de rencontrer à quelques reprises à Ottawa. Sa mère était française, donc il ne parlait pas français, ou il disait qu'il le parlait trop mal et qu'il aimait trop la langue française. Mais il disait qu'il pouvait lire en français. Donc j'avais pris l'habitude de lui envoyer des textes en français. Et donc j'ai développé une belle complicité avec Jim Wright au cours des décennies suivantes. Mais à l'époque, on avait appris qu'il voulait publier un ouvrage de vulgarisation sur la préhistoire du Québec. Et plusieurs, moi, je n'avais pas eu la chance, je n'étais pas assez important pour être sollicité. Donc, plusieurs avaient fait des commentaires qui n'étaient pas élogieux et trouvaient que c'était un copier-coller d'un ouvrage qu'ils avaient publié 2 années auparavant sur la préhistoire de l'Ontario. Et je me souviens absolument pas qui a eu l'idée, mais j'avais assumé dans d'autres situations une certaine forme de leadership. Donc, on peut dire que j'avais un peu la graine du leader et un peu d'opportunisme aussi. Donc, au même moment, il se passait deux trucs importants pour l'archéologie québécoise. La première, c'est la création d'une association des archéologues du Québec, donc qui va naître en 1979, mais les pourparlers se développent en 1978. Et il y a aussi, pour la première fois, l'Association canadienne d'archéologie qui vient faire son colloque annuel dans la ville de Québec. Donc, on crée l'Association des archéologues du Québec. On veut un premier colloque, donc on fait un colloque conjoint, Association des archéologues du Québec et l'Association canadienne d'archéologie. Et on est au mois de novembre 1978. Et je décide qu'on est capable d'écrire une vulgarisation, un ouvrage vulgarisé de la préhistoire du Québec avec les archéologues que l'on a et les données que nous avons à ce moment-là. Donc, étant le plus jeune, donc j'invite tous mes pairs, tous mes collègues à une réunion à l'université. Tout le monde est d'accord et personne ne se pose la question pourquoi Chapdelaine va être le directeur de cet ouvrage-là. Tout le monde y croit, personne est contre. Je ne sens pas trop d'enthousiasme, mais Clermont m'appuie, Patrick Plumet de l'UQAM m'appuie, Sergent André Crête, qui est enseignant au Cégep Édouard-Montpetit, m'appuie, Laurent Giroir m'appuie, puis les autres finissent par nous joindre pour faire un premier ouvrage de synthèse, et on le publie prêt pour l'Association canadienne d'archéologie. Et contre toute attente, ça va être mon plus grand best-seller en archéologie québécoise. J'ai complètement oublié le nombre de copies vendues, mais je sais qu'on en avait tiré au moins 500 exemplaires. Ils ont tous été vendus dans la première année. On en a réimprimé, je pense, un autre 500, si ce n'est pas un petit peu plus. Dans ma mémoire, le chiffre est vague, mais on a dépassé les 1000 exemplaires. Et une des raisons, c'est que ça répondait à un besoin. On l'utilisait dans nos cours à l'université. Ça a été un livre qui a été photocopié, vendu et photocopié dans les cégeps, où il s'enseignait un peu l'archéologie.
Alors donc, ça explique un peu pourquoi c'est devenu un best-seller. Et c'était tout ce qu'on pouvait offrir aux étudiants, sauf quelques articles en français. Alors donc, c'était un pied de nez, si on veut, à nos collègues anglophones qui écrivaient une synthèse vulgarisée sur la préhistoire du Québec. Donc, on ne voulait pas des gens venus d'ailleurs. Donc, on a freiné un peu la vente de cet ouvrage de Jim Wright, là, qui est resté un bon ami, à qui j'ai donné une copie de... Ça s'intitulait « Images de la préhistoire du Québec ». Donc, on est en 79 et je vais continuer à aimer, si vous voulez, à diriger ou à inciter les publications au Québec. Mais, donc, c'est sûr que je vais publier un article à partir des données de mon mémoire de maîtrise. Il y a cet ouvrage de vulgarisation pour le compte de la Société Recherche amérindienne au Québec, dont je suis bénévole à ce moment-là. Et je vais même être président de cette société au milieu des années 80. Donc, on organise, on sollicite des auteurs et on veut publier. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre. Et c'est pour ça que lorsque je termine ma thèse de doctorat, il faut que je la publie, mais surtout que je vais devenir professeur. Mais dès que je deviens professeur, il faut que je continue à donner l'exemple. Et c'est là que tous les terrains vont mener à des publications, que ce soit des livres, que ce soit des chapitres de livres, que ce soit des articles. Et avec Clermont, même si on m'a dit qu'il fallait que je m'éloigne de Clermont, que je vole de mes propres ailes, on va tout de suite accepter un autre commandite d'un projet très intéressant qui touchait un peu les Iroquois, mais qui touchait à la préhistoire de la région de Québec. C'était une firme avait été engagée pour faire des fouilles assez importantes, assez extensives à la Place Royale, à Québec même. Et on nous a demandé de s'occuper de l'analyse et de la publication du matériel appartenant à l'occupation amérindienne. Alors donc, c'est comme ça qu'on a collaboré à ce projet de fouille, mais où on a fait une publication en 92 sur l'occupation préhistorique de Place Royale à Québec. Donc, un ouvrage qui avait toute son importance pour la région de Québec, parce que c'était la première synthèse sur à peu près, encore une fois, 4 ou 5 000 ans de présence amérindienne sur un même site. Et en 89, je débute des projets de fouilles dans la région de Québec, donc dans les basses-terres du Cap-Tourmente, à l'Île-Verte, dans la région de Grande-Bergeronne, au Témiscouata, dans Brome-Missisquoi, et tous ces interventions de terrain où je compte sur d'excellents étudiants de maîtrise. Certains vont poursuivre au doctorat, donc je ne suis pas seul dans cette aventure, mais je suis le seul prof, donc je dirige sans toujours être là tous ces travaux, donc de 89 à 93, 94. Ça a été une période furieuse en termes de direction de terrain ou de projets qui vont mener à des synthèses, à des publications. Et on va utiliser un organe de publication qui est la collection Paléo-Québec, qui avait été créée par Patrick Plumet à l'UQAM, mais dans les années 80, ils ont fermé boutique et au lieu de tout jeter aux poubelles, ils ont offert à la Société Recherche amérindienne de poursuivre cette œuvre, de publier en français sur des ouvrages qui pouvaient être soit des mémoires de maîtrise, des thèses de doctorat, ou des commandites, ou des projets de terrain de toute nature. Donc, à Recherche amérindienne, la personne qui a pris en charge la direction de la collection Paléo-Québec, donc celui qui remplaçait Patrick Plumet, c'est Daniel Chevrier, qui était déjà un archéologue chevronné, qui était à la tête d'une firme d'archéologues, et qui a décidé que c'était sa contribution à lui, comme grand éditeur, de faire en sorte que quand il y avait des projets qui étaient autonomes financièrement, parce que la collection Paléo-Québec
publie des ouvrages scientifiques, donc où on peut faire un effort de vulgarisation, mais je dirais que c'est des ouvrages un peu hermétiques pour le grand public, mais d'une grande importance parce que c'est les archives archéologiques qui sont consignées dans ces ouvrages-là. Donc Daniel Chevrier est toujours aujourd'hui, en 2018, le directeur de la collection Paléo-Québec, et donc il continue son missionnariat, si on peut dire, à appuyer les archéologues qui ont des documents à publier dans cette collection Paléo-Québec. Donc, quand il a pris la direction, Patrick Plumet avait assumé la direction des 21 premiers numéros, et nous sommes en train de travailler sur la publication numéro 38. Donc, c'est une contribution là, étalée sur toute une longue carrière. Là. Et c'est donc aussi l'avantage, en plus de publier en français, c'est de produire des ouvrages qui sont vendus à un prix modique, dans le sens que on essaie d'obtenir du financement. Et parce qu'il y a ce financement, on veut juste assurer qu'avec la vente des 300 exemplaires, le tirage est toujours d'à peu près 300 exemplaires, que ça va permettre à la Société Recherche amérindienne de faire ses frais au niveau du quotidien, et non pas de faire des sous avec ces publications-là. Donc, on va, juste pour les nommer, là, il y en a quand même une bonne série. Donc, dans les travaux faits au Cap Tourmente, donc je vais éditer un livre avec James Pendergast en 1993, où on est plusieurs auteurs québécois. Donc, c'est un ouvrage en anglais où on va contribuer des chapitres de ce livre sur ce projet du Cap Tourmente, où il y a le volet de Grande-Bergeronne et le volet de l'île verte, mais aussi le volet de Brome-Missisquoi. Brome-Missisquoi va être publié un petit peu plus tard. On a intitulé ça En remontant la rivière au Brochet, vu que la majorité des sites ont été trouvés le long de la rivière au Brochet, qui se jette dans le lac Champlain. Donc, c'était une artère de peuplement là, importante et d'occupation. Et on a même trouvé un petit site iroquoien du Saint-Laurent, une petite cabane de pêche avec les traces de piquet, le foyer un peu décentré. Donc, ça a été une belle fouille réalisée par Judith Blais, qui était mon assistante numéro 1 dans ce projet de Brome-Missisquoi. Par la suite, avec Adrien Burke et Éric Chalifou, mes deux généraux de la région du Témiscouata. Donc, on a publié, toujours dans Paléo-Québec, une synthèse de nos recherches qui se sont échelonnées sur 4 années dans la région du lac Témiscouata, du lac Touladi, lac Squatec. Donc, là aussi, ça a été une très belle aventure. Et on a aussi publié l'intervention subventionnée par le ministère des Transports à Rimouski, où on a finalement confirmé que le site était vieux, sur la terrasse marine de 86 mètres, donc une terrasse à plus d'1 kilomètre du fleuve Saint-Laurent, mais dominant le fleuve. Mais le fleuve était beaucoup plus haut à ce moment-là. Donc, c'était le proto-Saint-Laurent. Donc, le niveau de l'eau devait osciller entre 25 et 30 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Et donc, c'est une autre publication dans la collection Paléo-Québec. Et sur ce site vieux d'au moins 9000 ans, sur la page couverture, c'est écrit « Il y a 8000 ans à Rimouski ». Mais ça aurait dû être « Il y a au moins 9000 ans ». Mais aujourd'hui, si j'avais à refaire la couverture, ce serait « Il y a 10 000 ans à Rimouski ». Même si les données ne sont pas très, très précises, là, on sent qu'il est beaucoup plus vieux que 8000 ans. Donc, l'occupation devait dater entre 9000 et 9500. Peut-être entre 9500 et 1000, mais on ne le saura jamais, sauf si on y retournait. Mais comme le site a été fouillé parce que le ministère des Transports détruisait une partie de la terrasse, donc il reste encore des lambeaux de site aujourd'hui, mais les endroits les plus payants, on les a fouillés. Donc, ce serait peine perdue de vouloir retourner sur ce site-là, même s'il reste toujours quelques lambeaux, là, mais enfin.
Et on a aussi publié, et ça c'est important de le mentionner, c'est que l'archéologie, dans les années 90, s'intensifie au Québec et elle se complexifie également. Donc, les archéologues, on maîtrise l'aspect descriptif, l'aspect fouille, l'aspect stratigraphique quand il y en a, mais on veut en apprendre davantage sur les sites que l'on fouille. Et c'est là qu'on va développer une approche interdisciplinaire ou une approche multidisciplinaire. Il y a une distinction à faire entre interdisciplinaire et multidisciplinaire. Je l'ai appris à mes dépens parce que moi, j'aimais le terme interdisciplinaire, mais en fait, je faisais de la multidisciplinarité. C'est que interdisciplinarité, c'est que tout le monde développe un langage commun. Alors que, donc, c'est des équipes totalement intégrées. Alors que ça n'existe pas au Québec. L'interdisciplinarité n'existe pas. À cette échelle-là d'imbrication. Par exemple, quand je fais appel à un palynologue, c'est pas un palynologue qui fait de l'archéologie. C'est un palynologue qui fait de la palynologie. Moi, je lui demande de faire de la palynologie, puis moi, je le fais. J'intègre ces résultats dans mon objectif de reconstruire un paléo-environnement pour mieux comprendre l'occupation humaine de ce territoire-là. Alors, donc, dans les années 90, là, parce que j'ai fouillé un site vieux de peut-être 10 000 ans, j'étais obligé de maximiser le recours aux sciences de la Terre pour mieux parler de qu'est-ce que c'était vivre sur le bord d'une terrasse marine il y a 10 000 ans à Rimouski, parce que ça n'avait rien à voir à ce que l'on observe aujourd'hui. La végétation, il y en avait très peu, c'était une toundra, un début de taïga. Donc, c'est comme ça que je développe ce volet des approches multidisciplinaires où j'essaie d'imbriquer dans les objectifs archéologiques d'autres sciences, d'autres méthodes. Et c'est comme ça que je vais cogner à plusieurs portes, dont celle de Pierre Richard, qui est un palynologue avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur plusieurs projets, dont le premier est celui de Rimouski. Avec les études sur les Iroquois et sur l'origine des argiles. Donc, j'ai développé une belle complicité avec Greg Kennedy, qui était chercheur à l'École polytechnique. Il était le directeur du réacteur nucléaire, à partir duquel on pouvait faire des études de caractérisation. Donc, on pouvait analyser la composition chimique des objets que l'on introduisait dans le nucléaire. Donc, dans ce cas-ci, c'était des fois de la poudre tirée de tessons de poterie, mais aussi des argiles prélevées près des sites où nous avons fouillé. Alors donc, ça a produit aussi un autre ouvrage beaucoup plus mince sur le réseau d'interaction des Iroquois, parce que c'était dans nos objectifs, étant donné que je travaillais dans la région de Québec, dans l'estuaire, au Témiscouata et dans Brome-Missisquoi. Donc, c'était le lien commun à tout ça, c'était les Iroquois. Donc, c'était la ligne directrice de ce vaste projet qui s'est arrêté en 1994 et c'est là que j'ai passé à un autre volet de ma carrière où là j'ai développé un intérêt pour le Pérou.